Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Deux, Antoine. Deux Oui. historiens cette semaine. Deux. Quand oui. même. Hein? Pas rien, Non, là. c'est érotisant. Surtout en cette journée du 14 février. Oui. Je voulais te dire, Benoît, cet auteur, Alexandre Dumas, quel nom extraordinaire pour être un oui. auteur quand même. Hein? Mhm. Il a écrit un livre qui s'intitule Les 4 mousquetaires de Québec. Hein? C'est le fun. Je sais pas. Ah oui? Ah oui, sur René Chaloux, Oscar Drouin, Ernest Grégoire et Philippe Hamel. Moi, j'ai entendu énormément de bien sur ce livre-là, qui raconte une période méconnue de Québec lorsque et du Québec, lorsque c'est des gens qui avaient été avec l'Action libérale nationale, qui avaient flirté aussi avec Duplessis à un moment donné. Ils étaient contre les trusts à l'époque, et notamment l'espèce de monopole, pas de monopole, mais oui, une sorte de monopole sur l'électricité des compagnies, c'est ça, exactement, des compagnies privées. Et l'idée de la nationalisation de l'électricité vient notamment de ces personnages-là. Moi, j'en ai lu des bouts du livre, j'avoue que ne pas l'avoir encore fini, mais vraiment, vraiment intéressant et bien écrit, hein. S'appelait Alexandre Dumas. Ouais, la bien barre écrire, est c'est lourd à porter. Oui, un peu. Mais on peut pas passer une journée sans parler de notre ami Donald. Et puis les gens sont plus capables, puis je vous comprends, là. Moi, dans mon entourage, là, tu sais, ça crie dans la maison, là, quand parce que moi, je suis toujours en train d'écouter les nouvelles, là. J'ai mon téléphone, puis tout ça, puis ma blonde, là, tu sais, Madame Robitaille, pour utiliser ton expression. Non, elle n'est plus capable, et je comprends. Mais en même temps, il est encore revenu sur cette question d'annexion-là. Annexion, et pour faire un lien avec l'entrevue que tu viens de faire avec Alexandre Dumas, je sais pas si tu en as parlé, parce que j'ai pas pu écouter toute l'entrevue, mais il y a l'Anschluss en 1938, et là, dans le reste du Canada, il y a Andrew Coyne du Globe and Mail qui parle de Canschluss. Ouais. Hein? Et on peut peut-être voir le tweet. Je l'ai pas fait. On en a parlé, mais je l'ai pas prononcé parce que j'aime pas ça postillonner à l'écran. Donc, c'est des Alors, mots. Oui. Tu vois, il y a Jordan Peterson, l'intellectuel de droite Tucker du Canada. Carlson. Avec Tucker Carlson, mais t'as Conrad Black et Daniel Smith. Et là, Andrew Coyne qui écrit The Canceless Brain Trust in Happier Times. C'est tous des gens qui sont tentés par le fait de joindre les États-Unis. Alors, Trump qui revient, et probablement qu'il y a des idées de Trump qui viennent de ce brain trust, pour reprendre l'expression d'Andrew Coyne. Hier, je trouve qu'il a fait évoluer son argumentaire, notre ami Trump. Et il développe un argumentaire de type raquette de protection. Tu sais? Qu'est-ce que c'est, le raquette de protection? C'est la mafia qui dit, si tu payes pas, il va t'arriver des choses terribles. Et donc, sous couvert de parler de si tu payes, je te protège contre moi-même. Oui. Et les tarifs, c'est une sorte de raquette de protection. Ouais. Hein? Hier, il a dit, il y a beaucoup de bateaux chinois et de bateaux russes qui vont passer dans le passage du Nord-Ouest, là. Et le Canada, il n'y a pas d'armée. Il va falloir aller les protéger. C'est vrai. Il a vraiment dit ça. Donc, c'est vraiment un argumentaire poutinien, tu sais. On va les protéger, pour ça qu'il faut les envahir. Ben oui. Est-ce que ça va se faire de façon militaire? Donc, quand on dit ça, plusieurs personnes disent, voyons donc, il fera jamais ça. Effectivement, il fera jamais ça. Mais la question militaire, quand même importante. Je t'ai parlé il y a quelque temps de la démission de Diefenbaker en 1963. Et quel était le contentieux qui a mené à la démission? C'est que les États-Unis voulaient installer des missiles au nord du Canada pour se protéger contre la Russie. Et là, il y avait des ministres de Diefenbaker qui étaient d'accord avec les États-Unis.
et qui n'étaient pas d'accord avec leur premier ministre, qui, lui, le vieux lion, il voulait résister. Lui, c'était encore dans l'esprit de l'Amérique du Nord britannique. Le Canada était justement pas les États-Unis. Il fallait pas qu'on se joigne aux États-Unis. Et c'est une autre époque. Là, les conservateurs sont plus là-dedans pantoute. Là, depuis Mulroney, c'est le contraire. Et c'est pour ça que Diefenbaker avait démissionné. Puis après ça, Pearson, qui avait remplacé, qui avait gagné les élections libérales, avait plutôt accepté une collaboration avec et la création du NORAD, le système de défense de l'Amérique du Nord. Donc, comment Trump, lui, va s'y prendre? Ben, il veut s'y prendre. C'est la guerre économique, il l'a dit. Et là, moi, je trouve que plusieurs personnes disent « On a une économie intégrée avec les États-Unis. Pourquoi ils nous envoient des tarifs? » Mais ça a un désavantage d'avoir une économie intégrée, Benoît. Hein? On est dépendant. Exactement. Et il y a bien des entreprises qui peuvent se délocaliser facilement. Je ne sais pas si tu as vu ce matin Barrick Gold. C'est quand même une grande compagnie canadienne qui, sur le marché de l'or, c'est la principale. Elle envisage de se délocaliser aux États-Unis depuis le Canada. Hier, il y a un fiscaliste qui me disait, facile là, pour les grandes entreprises de s'incorporer aux États-Unis là, et de même de déplacer des usines éventuellement. Évidemment, on a une économie de PME au Québec, c'est plus difficile. Ouais, mais comment tu trouves ça? Je parlais de ça avec Alexandre Dubé ce matin. Tu sais, François Legault qui va donner une entrevue à Politico et qui rappelle l'événement de 1989 alors qu'il était à la tête de Air Transat et Trump venait de lancer son Trump Shuttle, TS, puis Air Transat. Puis Trump voulait l'accréditation, je sais pas trop, là, TS. Et, la désignation, là. Et Legault dit « No fucking way ». Et là, la première chose que Legault fait, il rencontre Trump à Paris, puis il dit « Tu viens-tu de moi? Je t'avais dit no fucking way. » Puis Trump dit « Yeah, you're my kind of guy. » Mais il sait pas que Trump est rancunier. Lui, Legault, il dit « Hey, je vais rappeler au gars le plus puissant de la planète que je l'ai envoyé promener en 1989. » Bonne idée. Puis je vais le traiter de ridicule aussi en point de presse. Très bonne idée. Ça, juste hier, à l'Assemblée nationale, il a carrément dit « On va jouer dur avec les Américains. » Pour ça que ça prend des tarifs à l'exportation d'aluminium parce qu'ils ont besoin de notre aluminium. On va rendre ça encore plus cher. Mais il l'a pas rencontré encore. Que... Ils savent, je veux dire, nos leaders ne savent pas comment faire face, puis je les comprends. Je pense que je serai à leur place, puis un jour, je serai très méchant, puis l'autre jour, je serais prêt à comment on dit déjà, là, Chamberlain, lors de la Seconde Guerre mondiale, tu viens de parler de 1938. Oui, il a collaboré, là. Lui, il s'est mis à genoux devant Hitler. L'apaisement, voilà le mot que je cherchais. Tu sais, un jour, tu veux apaiser, l'autre jour, tu t'es fâché, tu sais pas trop. Il est tellement puissant, puis justement, il mène une guerre économique, une guerre des nerfs, pour que nos plus belles entreprises, finalement, veuillent se délocaliser. Et pour lui, ça veut rien dire. Pour qu'ensuite, il y ait quelqu'un en poste d'autorité au Canada qui dise, ben là, ça va prendre une union économique. Hey, moi, il faut arrêter de se battre contre Goliath, là, essayer de penser qu'on peut être David. Non, il faut se joindre. Et ça a déjà commencé. Là. Je ne sais pas si tu as vu, l'Institut Fraser, il y a un chercheur qui a développé tout cet argumentaire de l'union économique. Ah oui. Bon, on va voir si ça va changer. D'ailleurs, je reçois Mme Gélina du Centre de services de Montréal. Parce que là, Bedford, dans le rapport que j'ai lu, tu l'as sûrement lu aussi, Antoine, on parle aussi de... Non? Moi, j'ai eu des extraits et des résumés. Je vais t'écouter parce que... Il n'est pas très long, c'est une douzaine de pages, 13 pages, c'est pas long. OK, parfait. Mais ils mettent en confrontation le professionnalisme des enseignants, tu sais, l'indépendance des enseignants dans leur classe, mais aussi le fait qu'ils doivent être imputables. Alors, tu sais, tu veux pas... Là, il dit... Ça, c'est le plan d'action ou le rapport sur les 17 écoles? C'est le plan d'action. Parce qu'il y a deux affaires qui sont sorties hier, puis c'est mêlant. Oui, mais moi, je pense que c'est le plan d'action que j'ai. Parfait. Ici.
OK. Donc, c'est dans ce plan-là qu'on dit, on parle de l'obligation pour la direction de procéder à une évaluation formative de chaque enseignant aux 2 ans. Oui. Mais et ça, aussi de clarifier les concepts de culture et de religion qui s'entremêlent et alimentent les tensions. Mais ils disent pas comment. Tu sais, j'ai plein d'exemples là, où ils disent quoi faire, mais ils disent pas comment faire. Puis quand tu fais affaire à des crinqués religieux... Pourtant, c'est un plan d'action. Oui, mais il est un peu... Tu sais, vœu pieux. Tu sais, regarde, je vais juste te lire un exemple. Revoir la composition et le fonctionnement du conseil d'établissement. OK? Comment? Comment t'exclus les crinqués religieux qui veulent faire passer leurs lois religieuses avant nos lois à nous? Ouais. Comment tu fais pour dire, toi, là, tu penses que les petites filles n'ont pas les mêmes droits que les petits gars, tu siégeras pas sur le conseil d'établissement. T'es un crinqué. Je vais t'ajouter une couche à ce que tu dis. Comment faire en sorte qu'un syndicat soit responsable? Quand le délégué syndical à l'école, ben oui. C'est lui qui est à la tête du clan dominant. Ben oui. Et c'est ça qui est arrivé à Bedford aussi. Ouais. Donc, tu as des professeurs qui se disaient, je vais aller voir mon syndicat pour dire que ça barde, on a des problèmes. Ouais. Tu peux pas aller voir le syndicat? Il te répondait à la Wakbar. Puis il va falloir le dire, c'est des islamistes. Oui, non, c'est des islamistes. Il faut arrêter de faire semblant. Oui. Ce sont des islamistes. Et il faut les mettre au pas parce qu'ils ne comprennent pas la nuance. Tu peux pas négocier avec des crinqués religieux comme des islamistes. C'est oui en tout ou cas, c'est l'Alliance, c'est l'Alliance des professeurs de Montréal. Ouais. T'sais, ils ont dit, nous, on n'a pas le pouvoir de remplacer une personne déléguée dans un milieu. Ce sont les écoles qui élisent de manière démocratique les délégués. Peut-être. Mais je veux dire, il y a aussi... Et c'est pour ça que Bernard Drainville, à Tout le monde en parle, avait dit il y a une responsabilité des syndicats aussi. C'est pas juste le patron. Puis on sait à quel point les syndicats sont puissants dans le monde de l'éducation. Mais là, Antoine, là, moi, je veux plus entendre dire mais c'est un, puis c'est lui, puis c'est peut-être, puis il faudrait, puis il faudrait... Mais là, moi, je veux des directives claires. Voici comment on va faire. Comment vous allez faire. Comment ça va se passer. Comment vous allez être assujetti à la direction de l'école qui va établir les règles, qui va les appliquer. Ce qui est rassurant, c'est que la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal, elle a dit, c'est Isabelle Gélina, qui avait dormi sur le premier rapport parce qu'elle arrivait, bon, tout ça, puis Marois Risky, elle l'a beaucoup critiqué. Mais au moins, elle a dit c'est un électrochoc. Et il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il faut l'appliquer, c'est ça. Il faut que le patient sursaute sur la table. C'est ça. Ouais. Puis là, on repart à zéro. OK. Rapidement, avant qu'on se quitte, un mot sur le cannabis. Ben, je trouve spectaculaire que la CAQ soit prête à allonger les heures d'ouverture du cannabis. L'argumentaire est bon. Je veux dire, ils disent à 17 heures, là, quand les gens veulent consommer du cannabis, ils vont sur le marché noir. Donc, et la SQDC, ça a été créé justement pour miner le marché noir, pour couper l'herbe sous le pied. Non, ça, je trouve, c'est un bon argument. Mais quel changement, quand même, d'optique pour la CAQ. Avant, c'était quoi, le cannabis, en 2018? À la CAQ, on dit que le cannabis, c'est légal, mais c'est pas banal, disait Lionel Carman. C'est lui qui avait insisté pour faire passer de 18 à 21 ans dans la loi la consommation de cannabis, la possibilité d'en acheter. Donc, on était beaucoup du côté de la prohibition ou tu sais, d'éléments plus pour limiter la consommation de cannabis quand la CAQ est arrivée au pouvoir. Mais évidemment, on sait que la SQDC, c'est une filiale de la SAQ, la Société des alcools du Québec, dont les revenus baissent. Pourquoi? Parce que les gens ont changé leur l'habitude de consommation. Hey, tu vas à la Société des alcools aujourd'hui, des fois, tu te dis, coudonc, c'est une société désalcoolisée parce qu'il y a un gros pan de mur qui est consacré aux produits non alcoolisés. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, ça s'appelle le dépanneur, ça. C'est fascinant quand même. Donc, moi, je comprends lutte contre le marché noir, mais en même temps, il y a des raisons purement budgétaires là-dedans. Il faut vraiment qu'on diminue ou qu'on augmente le
l'argent qui rentre de ce côté-là. Bon, très bien. On va se reparler. On se souhaite bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Joyeux Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as prévu du ski de fond en couple? Oui, en lisant la Constitution. Mon Dieu, c'est excitant. Et des arrêts constitutionnels. Oui. Alors, envoyez vos lettres d'amour à antoinerobitaille.ca, en tout cas. Merci, Antoine. À lundi. Salut, à lundi.